100 médecins ont échoué à la sauver, jusqu'à ce que la fille noire de 14 ans, Jenny, de la femme de ménage fasse l'impensable. Et quand Amelia Johnson, âgée de seulement 14 ans, a levé la main au milieu de la réunion médicale la plus importante de l'hôpital St. Mary's, le silence qui a suivi était si lourd qu'elle pouvait entendre les battements de son propre cœur. « Avec tout le respect que je vous dois, docteur », a déclaré l'adolescente, sa voix claire tranchant avec le désespoir qui régnait dans la salle de conférence, « vous cherchez au mauvais endroit. » Le docteur Richardson, chef du service de neurologie et fierté de la médecine américaine, faillit s'étouffer avec son café. Une jeune fille noire, fille de la femme de ménage, venait d'interrompre une consultation d'urgence sur la patiente la plus mystérieuse que l'hôpital ait jamais accueillie. La fillette de 8 ans dans le lit 304 était dans le coma depuis 3 semaines. Aucun des 100 spécialistes convoqués dans les hôpitaux du pays entier ne pouvait expliquer pourquoi elle ne répondait à aucun traitement. Examen neurologique, analyse sanguine, IRM, tout était normal. C'était comme si le corps de l'enfant avait simplement décidé de cesser de fonctionner. « Ma petite, tu ne devrais pas être ici », grogna le docteur Peterson, cardiologue renommé, sans même lever les yeux de ses notes. « Où est ta mère ? Elle devrait être en train de nettoyer les couloirs, au lieu de te laisser déranger des professionnels qui tentent de sauver une vie. » Amelia ne recula pas. Elle avait grandi dans ces couloirs, observant, apprenant, absorbant chaque mot médical prononcé autour d'elle pendant que sa mère, Linda, travaillait 2 fois plus pour subvenir à leurs besoins. Ce que ces médecins ignoraient, c'est qu'Amelia avait un QI de 180 et une mémoire photographique, découverte par hasard lorsqu'elle avait corrigé un calcul de dosage médical qu'elle avait entendu par hasard à l'âge de 10 ans. La patiente ne souffre pas d'un trouble neurologique, a poursuivi Amelia, ignorant complètement le ton condescendant. Elle souffre d'une intoxication au plomb. Grave et chronique. Le rire qui a résonné dans la salle était cruel et unanime. Le docteur Martinez, toxicologue, a secoué la tête avec dédain. « Jeune fille, nous avons déjà testé l'intoxication au plomb. 3 fois. Résultat négatif. Vous avez testé le sang, a répondu Amelia calmement. Mais vous n'avez pas testé les tissus osseux. Le plomb se dépose dans les os lorsque l'exposition est ancienne et intermittente. Les symptômes qu'elle présente, convulsions atypiques, perte de conscience progressive, résistance aux médicaments anticonvulsivants, sont classiques du saturnisme chronique avec redistribution osseuse. Le silence était désormais différent. Lourd, mais plus empreint de dédain. C'était le silence de professionnels réalisant que peut-être, juste peut-être, ils étaient en train d'entendre quelque chose de révolutionnaire. Le docteur Richardson ajusta ses lunettes, clairement agacé d'avoir été corrigé par une adolescente. Et d'où tirez-vous cette théorie absurde ? De Google ? Dans le livre Toxicologie environnementale pédiatrique de Harrison, 5e édition, pages 347 à 392, répondit Amelia sans hésiter. Et dans les articles du docteur Nakamura sur la redistribution des métaux lourds pendant les périodes de stress physiologique, publiés dans le Journal of Environmental Health entre 2018 et 2022. Le docteur Richardson pâlit. Il s'agissait de textes que même tous les spécialistes en toxicologie ne connaissaient pas en détail. Impossible, murmura le docteur Martinez. Une enfant de 14 ans n'a pas accès à la littérature médicale spécialisée. Si, j'y ai accès, dit Amelia en sortant de sa poche un badge de visiteur de la bibliothèque médicale universitaire. Cela fait 4 ans que j'étudie pendant que ma mère travaille. Personne n'a jamais remis en question ma présence parce que... Elle marqua une pause significative. Apparemment, je suis invisible à vos yeux. Alors que tout le monde digérait l'humiliation silencieuse de cette révélation, Amelia resta imperturbable, comme quelqu'un qui avait appris à transformer le mépris en carburant. Si vous aimez cette histoire d'un esprit brillant sous-estimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment ce génie était sur le point de révolutionner non seulement un diagnostic, mais toute la hiérarchie de l'un des hôpitaux les plus prestigieux du pays. Le docteur Martinez croisa les bras, son diplôme de Harvard presque visible dans l'air de supériorité qu'elle dégageait. « Jeune fille, vous venez de citer des ouvrages que j'ai mis des années à maîtriser. Vous voulez me faire croire qu'une adolescente noire, fille d'une femme de ménage, a des connaissances médicales équivalentes aux miennes ? Pas équivalentes, répondit Amelia avec un calme qui fit instinctivement reculer plusieurs médecins. Supérieures. Parce que vous êtes prisonnier de protocoles que vous avez appris par cœur, tandis que j'apprends en observant de vrais patients depuis 4 ans. Le silence qui suivit fut rompu par le rire hystérique du docteur Peterson. En observant des patients ? Jeune fille, vous n'avez pas de licence, vous n'êtes pas supervisée, vous n'avez absolument rien qui vous donne le droit de donner votre avis sur la médecine. J'ai des yeux, dit simplement Amelia. Et une mémoire qui n'oublie pas les détails que vous ignorez parce qu'ils ne correspondent pas à vos diagnostics préconçus.
C'est alors qu'elle décida de montrer exactement ce qu'elle avait observé. Dr Richardson, il y a 3 semaines, lorsque la patiente a été admise, vous avez demandé une IRM parce que vous soupçonniez une tumeur cérébrale. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit lorsque les résultats se sont révélés normaux? Le neurologue hésita, visiblement mal à l'aise. Je ne vois pas en quoi cela est pertinent. Vous avez dit, et je cite, « Intéressant, les symptômes suggèrent une masse intracrânienne, mais nous ne voyons rien dans les examens. » Vous êtes alors passé à l'épilepsie idiopathique. Amelia se tourna vers le docteur Martinez. Vous, quant à vous, avez écarté l'intoxication parce que les premiers tests sanguins étaient négatifs. Vous n'avez pas enquêté sur les antécédents environnementaux de l'enfant. Comment pouvez-vous savoir ce que... Commença la toxicologue. Parce que j'étais là, en train de nettoyer le sol à côté de ma mère, pendant que vous discutiez du cas dans le couloir comme si les patients étaient des casse-têtes académiques et non des êtres humains. La voix d'Amelia monta d'un ton, chargée d'une colère contenue qui avait grandi pendant des années d'invisibilité forcée. Le docteur Richardson frappa du poing sur la table. Ça suffit. Je ne tolérerai pas d'être remis en question par une mineure sans aucune qualification. Qualification. Amelia rit amèrement. J'ai assisté à plus de consultations médicales au cours des 4 dernières années que certains des résidents de cette salle. Pendant que vous sortez dîner dans des restaurants chers, discutant de cas comme s'il s'agissait de trophées intellectuels, je reste ici à absorber chaque mot, chaque décision, chaque erreur. C'est alors que Linda Johnson apparut à la porte de la salle de conférence, tenant toujours le balai, le visage marqué par la panique d'avoir découvert que sa fille avait disparu de l'endroit où elle était censée l'attendre. Amelia, que fais-tu ici? La voix de Linda tremblait entre le soulagement et la terreur. Elle savait que sa fille était brillante, mais elle connaissait aussi le danger pour une jeune fille noire de s'opposer à des autorités blanches en position de pouvoir. « Maman, ils sont en train de tuer cet enfant par orgueil, » dit Amelia sans quitter les médecins des yeux. « Ils savent quel est le problème, mais ils préfèrent la laisser mourir plutôt que d'admettre qu'une simple femme de ménage et sa fille pourraient avoir la réponse qu'ils ne parviennent pas à trouver. » Le docteur Martinez se tourna vers Linda avec dédain. « Madame Johnson, contrôlez votre fille. Il s'agit d'une réunion médicale d'urgence, pas d'une aire de jeu. » « Avec tout le respect que je vous dois, docteur, » répondit Linda en redressant les épaules, des décennies d'humiliation se transformant en dignité maternelle, « ma fille a un QI de 180, diagnostiqué par le département de psychologie de cette même institution lorsqu'elle avait 10 ans. Vous devriez peut-être l'écouter au lieu de la rabaisser. Un QI de 180. » Le docteur Peterson éclata d'un rire cruel. « Et moi, je suis la réincarnation d'Albert Einstein. » C'est alors qu'Amelia décida qu'il était temps de montrer exactement à qui ils avaient affaire. Dr Peterson, cardiologue diplômé de Johns Hopkins, spécialisé en 2003, actuellement poursuivi pour négligence médicale dans l'affaire Miller contre St. Mary's Hospital, numéro de dossier 2023, CV 4479, où vous avez omis de diagnostiquer un blocage artériel chez un patient de 45 ans, entraînant son décès par crise cardiaque. Le visage du cardiologue perdit toute couleur. Comment avez-vous? Les registres publics, Dr Peterson. Tout comme le fait que votre licence médicale a été suspendue pendant 30 jours l'année dernière pour prescription inappropriée de médicaments contrôlés. Amelia se tourna vers les autres médecins, dont les expressions moqueuses avaient fait place à la stupéfaction et à une inquiétude grandissante. Dr Martinez, votre recherche sur la toxicologie environnementale a été rejetée 3 fois au cours des 2 dernières années par le Journal of Environmental Medicine en raison d'une méthodologie douteuse et de biais de confirmation. Dr Richardson, votre taux de diagnostic correct dans les cas neurologiques complexes est inférieur de 23% à la moyenne nationale, selon un rapport interne de 2022. Le silence était désormais assourdissant. Chaque médecin présent dans la salle comprit que cette adolescente n'était pas seulement intelligente. Elle avait systématiquement répertorié leurs erreurs, leurs faiblesses, leurs échecs pendant des années d'observation silencieuse. « Vous m'avez sous-estimé, » dit Amelia d'une voix basse mais empreinte d'une autorité qu'aucun diplôme ne pouvait lui conférer, parce que vous avez vu une fille noire et avez présumé de mon incompétence. Mais moi, je vous ai observé. Vous tous. Et je sais exactement qui vous êtes derrière ces blouses blanches et ces titres pompeux. Le docteur Richardson se leva brusquement, le visage rouge de honte et de colère. Les agents de sécurité. Je veux que cette famille soit immédiatement expulsée. Et je veux une enquête approfondie sur la façon dont des informations confidentielles ont été. Elles n'étaient pas confidentielles, l'interrompit Amelia calmement. C'étaient des conversations dans les couloirs publics, des discussions dans les ascenseurs, des commentaires faits en présence de ceux que vous considérez comme invisibles.
Vous parlez devant les femmes de ménage comme si nous étions des meubles. Linda serra l'épaule de sa fille, la fierté et la peur se mêlant sur son visage. Elle savait qu'Amelia avait raison, mais elle savait aussi que confronter ainsi l'establishment médical pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour elles deux. Le docteur Martinez retrouva un peu de son sang-froid, sa voix désormais glaciale et calculatrice. « Très bien, jeune prodige. Si vous êtes aussi intelligente que vous le prétendez, prouvez-le. Prouvez de manière concluante que la patiente souffre d'une intoxication au plomb. Mais si vous vous trompez, je veux que vous et votre mère soyez bannis définitivement de cet établissement. » Amelia sourit. Un sourire qui renfermait des connaissances que ses médecins ne pouvaient même pas imaginer, des secrets observés et mémorisés pendant des années passées à être traités comme une ombre invisible dans les couloirs de l'un des hôpitaux les plus prestigieux du pays. « Docteur Martinez, dit-elle d'une voix empreinte d'une assurance qui fit reculer involontairement certains médecins, vous venez de faire le pari le plus stupide de votre carrière. Car ce que vous ignorez, c'est que non seulement j'ai identifié le problème, mais je sais déjà exactement où se trouve la source de la contamination et pourquoi aucun de vos examens n'a réussi à la détecter jusqu'à présent. La source de contamination. » Le docteur Richardson eut un rire amer. « Ma petite, vous inventez des théories du complot pour vous donner de l'importance. » Mais Amelia ne prêtait plus attention aux provocations. Son regard parcourait la salle de conférence avec la précision d'un scanner, cataloguant chaque détail qu'elle avait observé pendant des années d'invisibilité forcée. La tasse de café du docteur Peterson, toujours au même endroit. Le stylo Montblanc du docteur Martinez, qu'elle faisait tourner nerveusement pendant les réunions difficiles. L'habitude du docteur Richardson d'ajuster ses lunettes lorsqu'il mentait. « Maman, dit Amelia à voix basse à Linda, tu dois m'emmener à l'aile pédiatrique. Maintenant. » Linda hésita, ses yeux passant de sa fille au médecin qui les observait avec une hostilité croissante. « Amelia, il vaudrait peut-être mieux. » « 5 minutes, l'interrompit Amelia, sa voix chargée d'une urgence qui fit reculer Linda. 5 minutes et je prouverai que ces médecins sont en train de tuer cet enfant par incompétence. Le docteur Martinez se leva brusquement. Je ne tolérerai plus cette mascarade. Sécurité. C'est alors qu'une voix inattendue retentit. Attendez. Le docteur Michael Shen, un jeune résident asiatique-américain qui était resté silencieux dans un coin de la pièce, s'avança. Docteur Martinez, avec tout le respect que je vous dois, cette jeune fille a cité des ouvrages spécifiques que je connais. Des ouvrages que peu de résidents connaissent. Docteur Shen, dit le docteur Martinez d'une voix menaçante, je vous suggère de ne pas ruiner votre carrière en défendant les théories d'une adolescente. Ma carrière. Shen sourit amèrement. Docteur, il y a 3 semaines, j'ai suggéré des examens supplémentaires pour détecter une intoxication aux métaux lourds chez cette même patiente. Vous avez rejeté ma suggestion en disant que je réfléchissais trop, parce que j'étais trop jeune pour comprendre la médecine complexe. Le silence qui suivit fut assourdissant. Amelia scruta le visage du docteur Shen, reconnaissant quelque chose de familier dans son expression. Le même mépris dissimulé qu'elle avait affronté pendant des années parce qu'elle était différente. Le docteur Shen a raison, dit-elle calmement. Mais il ne savait pas où chercher, car vous n'avez jamais enquêté sur les antécédents environnementaux réels de la patiente. Amelia se tourna vers les médecins, son attitude désormais complètement transformée. Vous lui avez posé des questions sur sa maison, sur les produits chimiques ménagers, sur l'école. Mais personne ne lui a demandé ce qu'elle faisait pendant son temps libre. Et que pourrait bien faire une enfant de 8 ans qui provoquerait une intoxication au plomb? Le docteur Peterson croisa les bras, son ton toujours condescendant. De la peinture sur poterie, répondit simplement Amelia. De la peinture sur céramique. Dans l'atelier d'art de l'immeuble où elle habite. Le même immeuble qui a été construit en 1952 et rénové superficiellement en 2019 sans élimination adéquate des peintures à base de plomb. L'expression du docteur Martinez changea légèrement. Comment pouvez-vous le savoir? Parce que j'ai posé la question, l'interrompit Amelia. Pendant que vous discutiez de théories abstraites, j'ai parlé à sa mère dans le couloir. J'ai découvert que la fillette passe 3 après-midi par semaine dans l'atelier d'art situé au sous-sol de l'immeuble, où elle peint des céramiques avec des peintures que le propriétaire achète à des fournisseurs bon marché. Le docteur Shen prit un bloc-notes, visiblement intéressé. Une exposition intermittente, un environnement mal ventilé, une activité impliquant des particules en suspension dans l'air. Exactement, dit Amelia. Et voici ce que vous avez manqué. Elle n'a commencé à fréquenter l'atelier qu'il y a 4 mois. Les convulsions ont commencé il y a 3 mois et demi. Le schéma d'exposition coïncide parfaitement avec la redistribution osseuse du plomb pendant les périodes de stress physiologique, comme la croissance accélérée chez les enfants.
Linda observait sa fille avec un mélange de fierté et d'effroi. Elle avait élevé un esprit brillant, mais elle voyait maintenant qu'Amelia avait systématiquement recueilli des informations, construisant des dossiers pendant qu'elle nettoyait les couloirs. Ce ne sont que des spéculations, dit le docteur Richardson, mais sa voix avait perdu une partie de son autorité précédente. Vous n'avez aucune preuve. Amelia sourit, un sourire qui contenait des années d'observation silencieuse et de préparation méticuleuse. Docteur Richardson, il y a 15 jours, vous avez demandé une analyse de sang de routine qui comprenait un bilan métabolique de base. Vous vous souvenez du résultat? Bien sûr. Normal. Normal, sauf pour un détail que vous avez ignoré. Amelia sortit de sa poche un petit carnet, dont les pages étaient remplies de notes écrites en petits caractères. Taux de fer sérique, 180 mcg, DL. Limite supérieure normale, 175. Une différence minime, insignifiante pour vous. Le docteur Chen fronça les sourcils. Cela n'indique pas. À lui seul, non, acquiesça Amelia. Mais combiné à une protéine C-réactive légèrement élevée, à une légère diminution de l'hémoglobine, et voici la partie que vous avez manquée, à une microcytose discrète qui a été classée comme variation normale parce qu'elle était à la limite. La salle devint complètement silencieuse. Amelia poursuivit, sa voix désormais empreinte d'une autorité qui incitait des médecins ayant des décennies d'expérience à se pencher pour l'écouter. Ces valeurs, normalement individuelles, forment un schéma classique d'intoxication chronique au plomb à un stade précoce. Mais vous n'avez jamais fait le lien parce que vous recherchiez des symptômes spectaculaires, et non des subtilités qu'un enfant observateur pourrait remarquer. Le docteur Martinez a tenté de reprendre le contrôle. Même si votre théorie est correcte, et c'est un énorme « si », cela n'explique pas pourquoi les tests directs de plombémie étaient négatifs. Parce que vous avez effectué les tests au mauvais moment du cycle, répondit Amelia patiemment. Le plomb se mobilise à partir des os pendant les périodes de stress métabolique. Les convulsions de la fillette suivent un schéma. Elles surviennent toujours après des périodes de jeûne prolongé ou d'activité physique intense. C'est à ce moment-là que le plomb stocké dans les os est libéré dans la circulation sanguine. Le docteur Chen prenait maintenant des notes avec frénésie. Une redistribution épisodique. Cela expliquerait pourquoi les taux sanguins fluctuent. Exactement, dit Amelia. Et voici ce que vous ne voulez vraiment pas entendre. Si j'ai raison, cette fille n'est pas la seule. Il y a au moins 12 enfants dans cet immeuble qui fréquentent le même studio d'art. 12 familles que vous ne parvenez peut-être pas à protéger parce que vous êtes trop occupé à protéger votre ego. Le poids de cette révélation tomba sur la salle comme une bombe silencieuse. Si Amelia avait raison, il ne s'agissait pas seulement d'un diagnostic manqué, mais d'une crise de santé publique qui était passée inaperçue pendant des mois. Linda a finalement retrouvé sa voix. Amelia, comment avez-vous appris tout cela? Parce que j'écoute, a simplement répondu Amelia. Au cours des 4 dernières années, pendant que vous me traitiez comme un meuble, j'ai absorbé chaque conversation, chaque cas, chaque erreur. J'ai appris que la vraie médecine ne se trouve pas dans les livres ou les diplômes accrochés au mur. Elle consiste à prêter attention aux détails que vous considérez comme insignifiants. Le docteur Richardson était visiblement bouleversé à présent. Même si tout cela est vrai, tu es encore mineur. Tu ne peux pas exercer la médecine. Je n'exerce pas la médecine, dit Amelia calmement. Je pratique l'observation. Quelque chose que vous avez oublié de faire alors que vous étiez trop occupés à vous impressionner les uns les autres. C'est alors qu'elle joua sa dernière carte. Docteur Chen, avez-vous accès au système d'enregistrement des patients? Oui, mais... Recherchez les admissions pédiatriques au cours des 6 derniers mois. Recherchez les symptômes neurologiques inexpliqués, en particulier chez les enfants du centre-ville. Plus précisément, recherchez les adresses situées dans un rayon de 2 pâtés de maisons du bâtiment Riverside Towers. Le docteur Chen hésita, regardant les médecins seniors. Le docteur Martinez fit un geste impatient. Allez-y. Si rien n'apparaît, nous pourrons enfin mettre fin à ce cirque. Pendant que le docteur Chen tapait sur son ordinateur, Amelia restait calme, mais Linda pouvait voir la tension dans les épaules de sa fille. Des années de préparation, d'observation silencieuse, d'être sous-estimée, tout menait à ce moment. Mon Dieu, murmura le docteur Chen, le visage pâle. Il y a 7 cas. 7 enfants présentant des symptômes neurologiques inexpliqués, tous vivant dans un rayon de 3 pâtés de maisons de Riverside Towers. Le silence qui suivit fut celui des certitudes médicales s'effondrant et des égos brisés par la logique implacable d'une adolescente qui avait transformé des années d'invisibilité en une éducation qu'aucune université n'aurait pu lui offrir. C'est alors que tout le monde a commencé à réaliser que cette fille n'avait pas seulement identifié un cas,
Elle avait découvert une épidémie que la médecine officielle avait complètement échoué à reconnaître. 7 cas, répéta le docteur Martinez, la voix désormais visiblement ébranlée. Mais cela ne prouve pas que... Docteur Chen, l'interrompit Amelia, ignorant complètement le médecin. Pouvez-vous vérifier si l'un de ces enfants a participé à des activités artistiques régulières? Plus précisément, à des programmes artistiques communautaires ou à des ateliers de poterie. Le silence dans la pièce était assourdissant tandis que le docteur Chen tapait sur son clavier. Le son des touches résonnait comme des coups de feu dans cette atmosphère tendue. Le docteur Martinez avait perdu toute couleur au visage, et le docteur Richardson s'agrippait à la table comme si le monde tournait autour de lui. « Mon Dieu !» murmura le docteur Chen, la voix tremblante. Toutes. Les 7 enfants sont inscrits au programme Art pour tous du Riverside Community Center. Le même programme que notre patiente fréquente. C'est alors qu'Amelia décida de montrer exactement ce qu'elle avait prévu pendant 4 années d'observation silencieuse. Elle sortit de sa poche un deuxième cahier, plus épais que le premier, dont les pages étaient remplies de cartes, d'adresses, de calendriers et de données méticuleusement collectées. Docteur Richardson, il y a 6 mois, vous avez traité Emma Rodriguez, 7 ans, pour une épilepsie idiopathique. Vous souvenez-vous avoir dit à ses parents que c'était génétique et incurable? Amelia ouvrit le cahier à une page spécifique. Emma habite au 847 Maple Street. Elle participe au programme d'art les mardis et jeudis. Les crises ont commencé 3 semaines après qu'elle ait commencé à fréquenter le studio. Comment pouvez-vous le savoir? Commença le docteur Richardson. Parce que j'ai parlé à sa mère, répondit Amelia calmement. Pendant que vous prescriviez des médicaments coûteux qui ne fonctionnaient pas, j'ai fait ce que vous auriez dû faire. Je me suis renseigné sur la vie réelle de l'enfant. Elle tourna la page. Tommy Martinez, 6 ans. Docteur Martinez, vous lui avez diagnostiqué un trouble neurologique d'origine inconnue. Vous lui avez prescrit du Depakote, qui coûtait $300 par mois à la famille et n'a rien amélioré. Tommy habite au 523 Oak Avenue et participe au programme artistique les lundis et mercredis. Le visage du docteur Martinez était désormais gris comme la cendre. Vous n'avez pas le droit de... Jessica Wong, 9 ans, poursuivit Amelia sans relâche. Docteur Peterson, vous avez suggéré une chirurgie cardiaque exploratoire parce qu'elle présentait des arythmies inexpliquées. Ses parents ont failli vendre leur maison pour payer l'intervention. Le docteur Peterson se leva brusquement. C'est une atteinte à la vie privée. Vous n'avez pas accès à ces informations médicales. Je n'en ai pas besoin, répondit Amelia avec un calme qui fit reculer plusieurs médecins. J'ai juste besoin de parler aux familles que vous avez abandonnées après avoir échoué à les soigner. Linda observait sa fille avec un mélange de terreur et d'admiration. Elle comprit qu'Amelia n'avait pas seulement étudié la médecine, elle avait monté un dossier contre l'ensemble du système médical de l'hôpital le plus prestigieux de la ville. Docteur Chen, dit Amelia, pouvez-vous me rendre service? Pouvez-vous appeler le département de la santé publique et signaler une possible intoxication massive au plomb? Utilisez les données que vous venez de trouver. Attendez. La voix du docteur Martinez fut plus forte qu'elle ne l'aurait voulu. Nous ne pouvons pas créer une panique inutile sur la base des théories d'une mineure. Amelia sourit, un sourire qui contenait des années d'humiliation transformées en pouvoir. Docteur Martinez, êtes-vous préoccupé par une panique inutile ou par le fait que cette famille pourrait poursuivre cet hôpital pour négligence médicale, lorsqu'elles découvriront qu'une adolescente de 14 ans a identifié en 15 minutes ce que vous n'avez pas réussi à diagnostiquer en plusieurs mois? Le silence qui suivit fut brutal. Chaque médecin dans la salle comprit l'ampleur de ce qui se passait. Il ne s'agissait pas seulement de diagnostics manqués, mais d'une catastrophe professionnelle et juridique. De plus, poursuivit Amelia en ouvrant une 3e section du cahier, j'ai déjà contacté le département de la santé publique. Il y a 3 jours. Ces mots ont fait l'effet d'une bombe dans le silence absolu de la pièce. Impossible, a murmuré le docteur Richardson. Amelia a sorti un petit enregistreur de sa poche. Inspectrice Sarah Chen, sans lien de parenté avec le docteur Chen, du département de la santé publique. Conversation enregistrée il y a 3 jours, avec son autorisation. Elle a appuyé sur le bouton « Play ». La voix officielle et professionnelle de l'inspectrice emplit la pièce. Mademoiselle Johnson, sur la base des informations que vous nous avez fournies, nous allons ouvrir immédiatement une enquête. Si votre analyse est correcte, nous sommes confrontés à une urgence de santé publique qui pourrait toucher des dizaines d'enfants. Amelia éteignit l'enregistreur. L'inspectrice sera là dans 2 heures avec une équipe d'enquêteurs complète. Elle m'a demandé d'identifier tous les professionnels de santé responsables des cas que j'ai signalés.
Le docteur Martinez tremblait désormais visiblement. Vous avez planifié tout ça. Vous avez orchestré tout ça. J'ai observé, corrigea Amelia. Pendant 4 ans, je vous ai observé échouer avec patient après patient parce que vous étiez trop occupé à protéger votre ego pour vraiment écouter. Mais quand j'ai commencé à voir un schéma que vous ignoriez complètement, j'ai décidé d'agir. Le docteur Peterson s'enfonça dans son fauteuil, la réalité le frappant comme un marteau. Si nous avons tort, si cette fille a raison, nos carrières. Vos carrières sont le moindre de vos problèmes, dit Amelia calmement. Cet enfant, docteur Peterson. Cet enfant qui aurait pu subir des dommages neurologiques permanents parce que vous avez préféré être arrogant plutôt que curieux. C'est alors qu'elle joua sa dernière carte. Docteur Chen, pouvez-vous accéder au système chimique du laboratoire? Plus précisément, pouvez-vous vérifier si l'un des tests sanguins effectués au cours des 3 dernières semaines a été testé pour le plomb à l'aide de la méthode de spectrométrie atomique plutôt que de la méthode colorimétrique standard? Le docteur Chen tapa sur son clavier, les doigts tremblants. Non, ils ne l'ont pas été. Nous utilisons toujours la méthode colorimétrique, qui est 40% moins sensible pour détecter de faibles niveaux de plomb organique, expliqua patiemment Amelia. En particulier le type provenant de peintures contrefaites dans des environnements mal ventilés. La salle était désormais plongée dans un silence absolu. Chaque médecin assimilait le fait qu'une adolescente avait non seulement identifié un problème qu'ils avaient manqué, mais qu'elle avait également anticipé chacune de leurs défenses et les avait réfutées avec une précision chirurgicale. Il y a autre chose, dit Amelia, sa voix désormais empreinte d'une autorité qui faisait passer les médecins ayant des décennies d'expérience pour des étudiants. Docteur Richardson, docteur Peterson, docteur Martinez, vous supposez que je ne suis qu'une fille intelligente qui a eu de la chance. Elle s'interrompit, laissant le suspense monter. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'il y a 3 mois, j'ai envoyé mon dossier scolaire à la faculté de médecine de Harvard. Hier, j'ai reçu la réponse. Linda prit la main de sa fille, réalisant que l'histoire était sur le point de prendre une tournure qu'elle n'avait même pas imaginée. Amelia sortit de sa poche une enveloppe officielle portant le logo de Harvard. Admission anticipée, avec bourse complète, pour commencer à 16 ans. Le comité a été particulièrement impressionné par mes travaux de recherche indépendants sur les diagnostics différentiels dans les populations pédiatriques sous-desservies. Le docteur Martinez semblait sur le point de s'évanouir. Harvard. Tu vas étudier à Harvard? En fait, dit Amelia avec un sourire qui trahissait des années de détermination silencieuse, je vais étudier là où Harvard me considère comme qualifié pour enseigner. Car une partie de mon admission comprend un programme de recherche conjoint avec le département de toxicologie pédiatrique. Le silence qui suivit fut le bruit de monde qui s'écroulait et de hiérarchie qui se réécrivait. Une adolescente noire, fille d'une femme de ménage, avait non seulement humilié les médecins les plus prestigieux de la ville, mais elle avait également prouvé qu'elle était plus qualifiée qu'eux pour le travail qu'ils faisaient. Le docteur Richardson tenta un dernier coup désespéré. Même si tout cela est vrai, vous avez tout de même enfreint les protocoles, violé la confidentialité médicale. Je n'ai rien enfreint, l'interrompit Amelia calmement. J'ai parlé à des familles que vous avez abandonnées. J'ai utilisé des informations publiques disponibles. Et j'ai identifié un schéma que tout médecin compétent aurait dû remarquer. La porte de la salle s'ouvrit et l'inspectrice Chen entra avec 2 assistants, tous 2 transportant du matériel de test. Mademoiselle Johnson, dit l'inspectrice d'un ton professionnel, nous sommes prêts à commencer l'enquête. Pouvez-vous nous montrer où se trouve la patiente index? Pendant que l'inspectrice parlait, Amelia regarda chaque médecin présent dans la salle. Le docteur Richardson était pâle comme un linge. Le docteur Martinez s'agrippait à la table comme si elle allait s'évanouir. Le docteur Peterson regardait ses mains comme s'il n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Inspectrice Chen, dit Amelia, sa voix désormais empreinte d'une dignité qui transcendait son âge, avant d'aller voir la patiente, il y a quelque chose que ces médecins doivent savoir. Elle se tourna vers Linda, qui acquiesça avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Pendant 4 ans, vous m'avez traité comme si j'étais invisible. Vous avez parlé des patients en ma présence comme si j'étais un meuble. Vous avez fait des commentaires sur ma mère, sur notre condition sociale, sur notre place dans cet hôpital. Sa voix monta légèrement, chargée d'années de douleurs transformées en pouvoir. Vous n'auriez jamais imaginé qu'une fille noire et pauvre puisse non seulement comprendre la médecine, mais la maîtriser mieux que vous. Et cette arrogance, ce préjugé déguisé en supériorité scientifique, a failli coûter la vie à 8 enfants. Le poids de ces mots résonna dans la salle comme un jugement dernier. Chaque médecin comprit que ce moment serait gravé dans leur mémoire non pas comme le jour où ils avaient été corrigés par une patiente, mais comme le jour où ils avaient été démasqués par quelqu'un qu'ils avaient complètement sous-estimé.
Et tandis qu'Amélia se dirigeait vers la porte pour montrer à l'inspectrice où se trouvait la patiente qu'elle avait correctement diagnostiquée, une question restait en suspens. Dans un monde où la connaissance et la compétence étaient censées être valorisées par-dessus tout, comment était-il possible que les défenseurs même de ce système aient échoué de manière aussi spectaculaire à reconnaître le génie lorsqu'il ne se présentait pas sous la forme qu'ils attendaient? 2 ans plus tard, Amélia arpentait les couloirs de Harvard en tant que plus jeune chercheuse de l'histoire du programme de toxicologie pédiatrique. L'hôpital St. Mary's avait mis en place ses protocoles de diagnostic intégrés, sauvant ainsi des dizaines d'enfants. Le docteur Martinez a perdu sa licence après qu'une enquête a révélé une négligence systématique. Le docteur Richardson a été licencié lorsque d'autres familles ont poursuivi l'hôpital en justice. Le docteur Peterson a déclaré faillite en payant des dommages et intérêts. Linda dirigeait désormais le programme d'éducation médicale communautaire créé par Amélia. « Je suis fière de toi », murmura-t-elle en voyant sa fille recevoir le prix de la jeune scientifique de l'année. Le docteur Chen, promu chef du département, observait la scène avec admiration. Elle a révolutionné notre façon de voir la médecine. L'arrogance rend aveugle, a réfléchi Amélia pendant son discours. Mais l'humilité permet de voir des vérités que les titres ne peuvent enseigner. Alors qu'elle s'adressait à un public de médecins qui la respectait désormais, elle s'est souvenue des paroles de sa mère. La connaissance sans compassion n'est que de l'ego déguisé. Amélia a prouvé que le génie ne connaît ni couleur, ni classe, ni âge. Seuls les cœurs désireux d'apprendre comptent. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui montrent comment la véritable connaissance triomphe toujours des préjugés, transformant l'injustice en révolution.